On va commencer ce nouveau chapitre sur les structures du langage C et C++ par une petite commande qui va être assez utile, qu'on utilisera par la suite, qui est la commande typedef. Alors c'est une commande qui permet de renommer certains types en d'autres types. En fait, ça permet de faire des alias. Alors comment est-ce que ça marche et comment elle s'écrit? Donc la commande s'appelle typedef et c'est une commande qu'on va mettre tout en haut de notre programme C++. Donc juste après les dièse include ou le namespace, vous pouvez même le mettre avant, ici. Donc la commande s'appelle typedef. Et puis en fait elle va prendre le nom d'un type. Donc c'est le type qu'on va vouloir renommer. Et puis euh, deuxième paramètre, c'est pas une fonction, hein, mais la deuxième information qu'on donne, c'est le nouveau nom, donc c'est l'alias. Donc par exemple, je peux faire un typedef. Je veux renommer par exemple les int, je veux les appeler en entier, je veux les écrire en français. Donc je peux faire typedef int entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le type int, il a un alias qui s'appelle entier, et donc je peux déclarer dans mon main un entier. Entier a égale 3. Maintenant, il comprend tout à fait l'instruction. C'est pas parce que vous faites un type def que le type de base est écrasé. Autrement dit, le type int est toujours accessible. Autrement dit, vous pouvez toujours faire int AB égale 23, ça ne posera pas de problème. Mais simplement, en plus, vous avez un alias qui est ce nouveau type là entier. Un autre exemple, c'est assez pratique pour les tableaux à plusieurs dimensions, c'est que par exemple, imaginons j'ai tout le temps envie de travailler sur des tableaux 8 par 8. Parce que je sais pas, par exemple, je fais un jeu d'échecs, donc je vais tout le temps avoir un tableau 8 par 8 dans mes entêtes de fonctions et dans mes programmes. J'ai envie de dire, tiens, le type tableau d'entier 8 par 8, j'aimerais bien le renommer. Je peux faire ça, donc c'est un type def. Alors pour les tableaux, c'est un peu particulier, mais c'est le type des cases du tableau, et puis on va dire qu'un tableau 8 par 8, je vais appeler ça un échiquier. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Donc comme ça, le type échiquier, c'est un tableau int 8 8. Autrement dit maintenant, dans mon mail ou n'importe où dans mon programme, je peux faire échiquier E, il le comprend, et ensuite je peux faire E de 2, 3 égale 7 par exemple. Tout ça, c'est des instructions maintenant qui sont reconnues. On va maintenant passer au cœur de ce chapitre, autrement dit les structures. Alors qu'est-ce que c'est qu'une structure? Une structure, c'est quelque chose qui va être une sorte d'assemblage de variables qui peuvent avoir des types différents. Parce que jusque-là, vous, les types que vous avez rencontrés, c'est entier, réel, caractère, et puis les tableaux, donc chaîne de caractères, les tableaux d'entier, ou les tableaux de réel. Là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir mélanger des types entre eux. En fait, on va construire des types un peu complexes, des types qui vont contenir plusieurs champs, plusieurs variables à l'intérieur. D'ailleurs, en général, on les représentera je les représenterai par des patates comme ça, où un type, c'est un type avec une variable 1, une variable 2, une variable 3, ainsi de suite. On peut en mettre autant qu'on veut. Alors, comment est-ce que ça se déclare, un type comme ça? Alors, un peu comme pour les types def, ça se déclare tout en haut du programme. Bon, je vais enlever le type échiquier, là on s'en servira pas. Pareil pour lui. Alors une structure, il y a un mot-clé, il n'y a pas de choix, c'est un mot-clé du C++, c'est struct. Ensuite, c'est le nom de votre structure, autrement dit, c'est le nom du type, du nom du nouveau type que vous allez définir. Il faut vraiment que vous voyez les structures comme des types que vous créez vous-même. Donc là, par exemple, je l'appelle ma structure. Ensuite, j'ouvre une accolade et maintenant je vais donner la liste des variables qui composent ma structure. Bon, par exemple, si je veux faire une structure avec trois champs et disons deux entiers et un réel, je peux faire quelque chose comme ça. Donc le premier c'est un entier, puis je lui donne un nom, comme je veux, disons variable 1. Pareil pour le deuxième,
Et puis le troisième, j'ai dit que c'était un réel, donc double, je l'appelle variable 3. Voilà, ça je peux tout à fait faire. J'ai déclaré ma structure et j'oublie pas à la fin de mettre un point-virgule pour qu'il soit bien reconnu. Donc ça, c'est la syntaxe à retenir quand on veut déclarer une structure. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ou ici, là, dans ma patate, les variables que je vais mettre, les champs que je vais mettre dans ma structure, je peux mettre ce que je veux parmi les types que vous connaissez déjà. Donc, je peux mettre des tableaux, je peux mettre d'autres structures même. Je peux faire des structures qui contiennent d'autres structures. Par exemple, on va prendre un exemple un peu concret qui va servir de fil rouge. Imaginons que je veuille définir un type étudiant. Et le type étudiant, bah, j'ai besoin du nom, du prénom et de l'âge de l'étudiant. Bon, bah, dans ce cas, ça va être un nouveau type, ça va être une structure que je vais créer avec trois champs, bah, le champ nom, le champ prénom, donc ça va être des chaînes de caractères, et puis bah, pour l'âge, je vais mettre un entier. Donc comment est-ce que je vais faire? Je recommence. Hop, celle-là c'est un exemple. Cette fois-ci j'en fais une autre. Struct étudiant. Donc mon type, je vais l'appeler étudiant, ça me paraît assez logique. Ensuite, bah, une chaîne de caractères pour le nom, bah, je déclare une chaîne de caractères suffisamment grande. Voilà, il faut que je mette une valeur dans les crochets, donc on va dire une taille max 100. Pareil pour le prénom. Et puis pour l'âge, on a dit un entier. Bon ben voilà, là j'ai défini un nouveau type. C'est le type étudiant, avec trois champs, nom, prénom et âge. Au niveau de ma mémoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux avoir quelque chose comme ça, autrement dit, mon type étudiant, ça va être bah, ce truc-là. Bon, je peux par exemple dire, hop, ça c'est le type étudiant. Il a un champ pour le nom, donc ça veut dire qu'en mémoire, j'ai un tableau de 100 caractères qui va m'être réservé. Pareil pour le prénom, j'ai 100 cases qui me sont réservées pour stocker le prénom, et puis j'ai la place pour un entier pour stocker l'âge. Donc voilà pour la déclaration d'une structure. Maintenant, l'étape d'après, bon, une structure c'est un type, c'est comment est-ce que je déclare une variable de type étudiant. Bon, bah, c'est assez simple. En fait, votre type, il s'appelle struct étudiant. Donc, de la même façon que quand vous déclarez un entier, vous faites int le nom de votre variable, et ben là vous allez faire struct étudiant, le nom de votre variable. Par exemple, je l'appelle E. Donc là j'ai une variable qui s'appelle E, donc ici, hop. Ma patate en fait elle correspond à une variable que j'appelle E dans mon programme principal. Un autre exemple, tiens, j'ai envie de faire une fonction qui prend un étudiant en paramètre. Bon, bah, je déclare son en-tête. Bon, bah, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Elle prend un étudiant en paramètre. Bon, bah, étudiant, ça s'appelle struct étudiant, donc il faut que je fasse, par exemple, une déclaration comme ça. Donc partout, il faut que je mette struct étudiant, parce que le nom de mon type s'appelle struct, le nom du type, le nom de la structure. Alors, vous pouvez trouver que c'est un peu lourd, effectivement, c'est un peu, ça va alourdir le code, notamment si on met des structs un peu partout, si on utilise le type structure fréquemment. Alors il y a une astuce, et l'astuce pour rendre le code plus lisible, et d'éviter à avoir à chaque fois à taper le mot struct, en fait c'est d'utiliser un type def pour renommer justement le struct étudiant. On aimerait bien, au lieu de l'appeler struct étudiant, bah là par exemple j'aimerais bien écrire juste étudiant, étudiant E, ce qui serait beaucoup plus logique. Mais en fait ça je vais pouvoir le faire en faisant un type def. Et bah, le type def c'est assez simple, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment ça marche? Eh bien, juste après ma déclaration de structure, je vais dire, ah bah maintenant struct étudiant, je le remplace par étudiant tout court. Donc ça va donner un truc comme ça. Ça c'est ce que je veux renommer. Donc c'est struct étudiant, le bloc struct étudiant. Je veux le remplacer par étudiant tout court. Et donc là, cette combinaison, vous allez la faire assez fréquemment dès lors que vous allez déclarer une structure. Autrement dit, votre déclaration de structure. Et puis derrière, vous enchaînez avec un type def pour renommer
le struct quelque chose en ce quelque chose tout simplement. Et donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, derrière, vous pouvez utiliser étudiant partout au lieu de struct étudiant. Le type étudiant va être reconnu. Bon, maintenant, la question qui vient ensuite, c'est on sait déclarer une variable de type structure. Donc là, par exemple, on a une variable E de type étudiant. Bah, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on accède au champ là, qui soit à l'intérieur de cette variable de type structure. Autrement dit, comment est-ce que j'accède au nom, au prénom et à l'âge, par exemple, pour les renseigner. On va voir qu'il existe un opérateur particulier qui est l'opérateur point. C'est un point tout seul. Alors, pour présenter cet opérateur, je vais utiliser une autre structure, histoire de vous familiariser un peu plus avec ça. Donc, par exemple, imaginons, j'aimerais bien travailler avec les coordonnées de points dans le plan. Autrement dit, un point dans le plan, je vais le repérer avec son abscisse et son ordonnée. Donc avec x et y. Donc je vais définir une structure, qui va être une structure coordonnée. Et puis il y aura juste deux informations, abscisse et ordonnée. Disons je travaille avec des entiers, donc non, et plutôt avec des réels, je vais pouvoir mettre quelque chose comme ça. Et derrière, comme tout à l'heure, je refais un type def pour renommer le struct coordonné en coordonnée. Donc maintenant j'ai un type coordonné qui existe. Alors, je peux déclarer ce type de variable dans mon main. Je vais le faire ici. Par exemple, je vais déclarer un point. Donc ce qui veut dire que dans ma mémoire, maintenant j'ai ça. Mon main, j'ai deux variables, une variable de type étudiant, une variable de type coordonnée. Donc elles s'appellent E et point. Donc j'ai mes deux variables. Elles ont chacun des champs différents puisque c'est deux structures différentes. Et par exemple, disons, j'aimerais bien remplir ici mon point que j'ai déclaré là dans mon mail. J'aimerais bien lui dire, tiens, ton champ X, j'aimerais que ce soit 2 par exemple. Par exemple, j'aimerais faire ça. Et puis ton champ Y, j'aimerais bien que ce soit 3. Donc comment est-ce que je peux faire ça dans mon code? C'est là où l'opérateur point intervient. Comment ça marche? Eh bien vous allez faire le nom de votre variable structure point le champ qui vous intéresse. Et là vous voyez en plus ce qui est assez pratique, c'est qu'avec Visual il vous propose les champs. Donc il a bien reconnu que ici cette variable là elle était du type structure. Et donc derrière, quand vous faites point.x, il comprend que c'est un des champs à remplir. Donc je peux lui dire ça vaut 2. Et puis pareil pour y. Je peux faire exactement la même chose pour remplir les champs nom, prénom et âge de ma variable E, qui est cette fois de type étudiant. Alors cette fois-ci, imaginons que j'aimerais que ce soit l'utilisateur qui tape au clavier le nom, le prénom et l'âge de l'étudiant E. Donc comment est-ce que je fais? C'est une lecture au clavier. Et moi, ce que je veux remplir, c'est le nom. Donc c'est e.nom. Pareil pour le prénom. Et puis pareil pour l'âge. Bon, il y a une chose à noter aussi qui est pas fréquemment utilisée, mais comme on l'avait vu pour les tableaux, autant vous le présenter également pour les structures, c'est qu'on peut faire des déclarations initialisation. Donc, rappelez-vous, c'est quelque chose qui se fait sur une seule ligne. Donc, par exemple, je peux déclarer une variable de type coordonnée. Par exemple, je l'appelle C. Et puis, j'aimerais bien prendre les valeurs, disons 0, 3,2. Bon, je peux soit refaire comme j'ai fait ici, donc c.x égale 0, c.y égale 3,2, mais je peux aussi faire tout ça en une seule ligne avec le même système que pour les tableaux, autrement dit des accolades, et puis séparé par des virgules, je mets la liste des champs de ma structure. Donc là, il y a deux champs, x et y. J'ai dit que ça valait 0 et 3,2.
Donc ça donne quelque chose comme ça. Pareil pour mon étudiant. Je peux déclarer un autre étudiant, je l'appelle E2 par exemple, et puis je peux faire ce genre d'initialisation, donc Dupont, Jean, qui a 17 ans. Donc au niveau de la mémoire, voilà ce qui se passe. J'ai mes nouvelles variables qui sont apparues, là, vous voyez, ma variable C qui est de type coordonnée, avec les deux champs qui ont été initialisés, et puis ma variable E2 ici, pareil, qui a été initialisée avec Dupont, Jean et 17, et puis bon, c'est des chaînes de caractères, donc le backslash 0 est rempli automatiquement dès lors qu'on fait une initialisation comme ça avec les guillemets. Bon, je tiens juste à souligner que il est important de ne pas confondre le nouveau type que vous venez de définir, donc là par exemple le type étudiant et le type coordonné, avec les variables de ce type-là. En l'occurrence, dans ma mémoire, c'est les variables que je stocke, et j'ai 4 variables, E, point, C et E2. Okay, donc c'est ça qui m'intéresse. Après, le type étudiant et coordonné dit juste, tiens, ma patate là, qui correspond à ma variable, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à quoi elle ressemble. Donc si c'est du type étudiant, bah, ça ressemble à ça, il y a des champs nom, prénom et âge. Si c'est du type coordonné, il y a juste deux entiers X et Y. Un dernier point important pour les structures, c'est le passage de paramètres. Le passage de paramètres, bon, bah, vous pouvez le faire tout à fait normalement, comme j'ai fait ici, avec la réflexion que vous avez d'habitude. Autrement dit, si votre fonction modifie votre variable, alors vous pouvez faire un passage par référence. Et puis si votre fonction ne modifie pas la variable, vous n'êtes pas obligé de faire un tel passage. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites un passage ici qui n'est pas par référence, autrement dit, je vous rappelle, un passage par valeur, ce qui se passe dans la mémoire, ça je vous le rappelle, hein, vous devez le savoir et vous devez vraiment le retenir, c'est quand vous faites un passage comme ça, simple par valeur, votre variable passée en paramètre, donc en l'occurrence ici par exemple là c'est E, elle est copiée. Et bah, je pense que vous commencez à comprendre le problème ici, c'est-à-dire que quand vous copiez ici une structure, bah, vous copiez tout ce qui est à l'intérieur. Autrement dit, vous copiez un tableau de 100 caractères, encore un autre tableau de 100 caractères, et puis un entier. Imaginez avec des structures encore plus compliquées, ça peut être très lourd pour votre programme de travailler sur des copies, et donc de faire du passage par valeur. Donc ce qui se passe, c'est que les gens, en général, ils ne se prennent pas trop la tête, ils font du passage par référence quasiment tout le temps, dès lors qu'ils travaillent avec des paramètres qui sont des structures. Donc là, en l'occurrence, on préférera plutôt faire quelque chose comme ça, tout le temps. Que la variable soit modifiée ou pas par la fonction, ça coûte pas grand-chose de la passer par référence. Il y a quelques moments où c'est plus intéressant de faire de la valeur, mais ça arrive quasiment jamais, enfin vous serez très rarement confronté à ça. Donc là, imaginons, bah, j'aimerais bien faire une fonction ma fonction f là, qui initialise le nom d'un étudiant au clavier par l'utilisateur, eh ben, je peux faire quelque chose comme ça, void f. Je peux faire quelque chose comme ça. Dans ce cas ici, on va le remplacer en faisant un appel à ma fonction. Autre chose, maintenant dès que vous faites des structures, c'est comme si vous faites des vrais types, comme ceux que vous connaissez, comme les types primitifs, entier, float, double. Autrement dit, vous pouvez les utiliser comme des types pour faire des tableaux. Imaginons par exemple, j'aimerais bien représenter bah, votre promotion, vous êtes une promo de 76, bah, j'aimerais bien faire un tableau de 76 étudiants, bah, je peux tout à fait faire ça. Par exemple ici, là, je peux déclarer un tableau de 76 étudiants. Et après, derrière, donc je vais avoir 76 patates là, contiguës dans ma mémoire, bah, il faut que je remplisse les champs, donc je peux faire quelque chose du genre je remplis le nom du premier étudiant, table de 0, point nom. Pareil pour le deuxième.
ainsi de suite. Après, vous pouvez mettre tout ça dans une boucle hein, pour simplifier évidemment, mais voilà, vos tables de i maintenant, c'est des structures. Les tables de i, c'est des étudiants, et donc pour accéder au champ, il faut faire table de i point quelque chose. Donc table de i point nom, table de i point prénom, table de i point âge. Donc voilà la syntaxe que vous pouvez utiliser dès lors que vous faites des tableaux de structure. Une dernière chose maintenant, alors c'est quelque chose un peu annexe, mais ça peut être assez pratique à certains moments, notamment pour une motivation de lisibilité de votre code. C'est ce qu'on appelle les énumérations. Alors une énumération, en fait, c'est un type avec un nombre de valeurs qui est fini. Comment est-ce que ça s'écrit? Bah, c'est assez simple, en général, je vous donne une version raccourcie hein, que je vous conseille, c'est vous faites tout de suite un renommage en même temps que la définition, donc vous faites tout de suite un type def, le type énumération, le mot-clé, il y a un mot-clé, comme struct, là cette fois-ci ça s'appelle enum, enum, ensuite entre accolades vous donnez la liste des valeurs que va prendre vos variables de ce type-là. Imaginons par exemple, j'aimerais bien définir un type couleur qui prend que 3 valeurs. Par exemple, vert, bleu et rouge. Bon, bah, je peux faire ça. Ce type, je l'appelle couleur. Derrière, maintenant, j'ai déclaré le type couleur qui prend que 3 valeurs. Je peux faire quelque chose du style couleur C égale bleu. Bleu, c'est un mot-clé qui est reconnu par votre compilateur puisque vous l'avez défini au sein d'un type énuméré ici, enum, au sein d'une énumération. Donc il reconnaît ce genre de code. Au niveau de la mémoire, ce qui est important de savoir, c'est que votre compilateur, il associe ces valeurs-là à des entiers. En fait, donc quand vous faites une énumération, c'est comme si vous faisiez c'est une liste d'entiers. Donc le vert, il va prendre la première valeur, c'est 0, puis dans l'ordre 1, 2, ainsi de suite. Donc ici, vert c'est 0, bleu c'est 1, rouge c'est 2. D'ailleurs, pour vérifier ça, si vous voulez, pour faire un cout, donc imaginons que vous voulez afficher C. Bon, bah, si vous demandez l'affichage de C, vous allez voir, il affiche 1. Donc c'est bien le code du 1 qui est affiché. Malheureusement, le cout n'est pas suffisamment performant pour afficher le mot-clé bleu. Donc si vous voulez que ce truc-là affiche bleu, il faut faire une fonction qui convertit justement chacun des mots de l'énumération en une chaîne de caractères. En l'occurrence, coder le mot-clé bleu en la chaîne de caractères bleu. Et pensez bien que ce type d'énumération peut être assez pratique, c'est assez fréquent qu'on ait besoin de faire justement des codages un peu perso pour représenter un problème. Imaginons, je reprends l'illustration du jeu d'échecs. Bon bah voilà, vous allez coder les pièces du jeu d'échecs certainement par des entiers, ce qui est assez logique. Donc vous avez la tour, vous pouvez dire la tour c'est 0, le fou c'est 1, le roi c'est 2 et ainsi de suite. Et puis dans votre code, vous allez avoir, bah tiens, si la case de mon échiquier c'est un 0, alors je sais que c'est une tour, je peux jouer tel coup. Si c'est un 1, alors ça signifie que c'est un fou et je peux jouer tel coup. C'est pas très, c'est pas très lisible parce que votre code il va être bourré de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un peu partout. Et puis à chaque fois, il faudra se souvenir que ah ouais, 5 c'est le code du pion et ainsi de suite. Alors que si vous faites une énumération pour dire bah tiens, je définis les valeurs fou, tour, pion, ainsi de suite, bah derrière c'est beaucoup plus lisible d'avoir une pièce égale un fou, une pièce égale une tour, avec le mot-clé tour qui est écrit en vrai plutôt que pièce égale 0 ou pièce égale 2. Donc voilà un des intérêts. Là c'est pareil, si on travaille avec des couleurs, si on a fait un codage pour les couleurs, autant écrire couleur C égale bleu, c'est mieux que couleur C égale 1. Donc voilà pour les types énumérés, ça pourra vous être utile à l'occasion.